À toutes et à tous, bienvenue à cette web conférence intitulée Cybercriminalité, comment les collectivités peuvent-elles se protéger, pardon. Organisée par VK en partenariat avec GMF Assurance. Donc, comme d'habitude, cette web conférence est interactive, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent et tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble, on tentera d'y répondre. Donc, cette thématique, effectivement, de cybercriminalité, des cyberattaques contre les collectivités, ce n'est pas la première fois que VK les aborde dans ces webconférences. Et le phénomène n'est pas nouveau, hein, ça fait quelques années qu'on en parle quand même assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'on peut constater je vais vous donner après quelques chiffres, une recrudescence du phénomène. On verra que sur l'année 2023, il y a eu quand même des augmentations pas négligeables. Et Est-ce ce que vous contexte de m'entendez? début d'année très particulier, euh, contexte géopolitique, de l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, et on voit vraiment une recrudescence très importante. Alors, on n'a pas de chiffres complets, mais on voit que sur février, mars, avril, effectivement, tout type de collectivités, mais également des hôpitaux, sont régulièrement touchés. Donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit que c'était vraiment utile de revenir sur le sujet. D'autant plus que les cyberattaques aussi ont changé avec le temps. Elles se sont, je mets des guillemets, perfectionnées. Et donc les systèmes de protection ne sont plus aujourd'hui les mêmes qu'hier. Donc, je vous présente tout de suite nos trois intervenants que je vous remercie d'être présents, même si c'est à distance. Merci beaucoup à vous trois. Donc, tout d'abord, Oriana Labruyère, vous êtes avocate spécialisée en droit du numérique, également DPO, fameux DPO, donc délégué à la protection des données. On C'est parlera ça. aussi des données, on verra l'importance du sujet et de la protection de ces fameuses données. Et vous êtes avocate associée au cabinet La Robe Numérique. Alors, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous êtes aussi élue locale, vice-présidente en charge des finances de la communauté de communes de l'Orée et de la Brie. Donc, avec cette originalité d'être sur deux départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne, donc qui regroupe 4 communes pour 20 000 habitants. Et vous êtes aussi trésorière de l'association des communes cyberdynamiques. Donc, cyberdynamiques, j'imagine, qui sont bien protégées au niveau du risque cyber. Donc, vous allez nous aider un peu à planter le décor sur le sujet, d'insister sur les réflexes de protection à avoir. Peut-être aussi quelques mots sur les différents acteurs, parce qu'il y en a aujourd'hui quand même un certain nombre qui sont présents et qui peuvent vous aider. Ensuite, Patricia Durand, vous êtes DGS de Villecresnes, qui est une ville du Val-de-Marne, 11 500 habitants, une bêtise, près de 12 000 habitants, vous me disiez. Et donc là, on s'était connus il y a quelques années, vous veniez de subir deux cyberattaques d'affilée. C'était début 2021. Et là, l'idée, c'est un peu le retour d'expérience, tout ce que vous avez fait depuis 3 ans, les leçons que vous en avez tirées. Et donc ça, je pense que ça peut vraiment intéresser nos internautes. Et troisième intervenant, John Billard, maire du Favril, donc RL-Loire, 360 habitants. Et vous êtes aussi secrétaire général de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Donc, logiquement, vous allez nous parler plus de la situation particulière des communes rurales, qui sont quand même souvent plus démunies face à ce sujet, et de voir qu'est-ce qui peut être fait. Question souvent de moyens, parce que quoi qu'on fasse, il y a des solutions diverses, mais il y a quand même un coût financier minimum, si je puis dire. Et, et effectivement, vous connaissant bien ces sujets, je pense à un certain nombre de demandes, voire un peu de critiques peut-être sur les opérateurs, et avec l'absence pour vous d'offres adaptées. Avant de vous donner la parole, peut-être quelques chiffres. C'est vrai que je vous disais qu'on était face à un phénomène plutôt en augmentation. Donc vraiment, un des acteurs vraiment importants, c'est l'ANSSI. Je pense que vous en avez souvent entendu parler. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, qui fait souvent des études et un rapport annuel. Et le dernier rapport annuel sur l'année 2023, on voit effectivement dans les cyberattaques
à l'encontre des collectivités une légère augmentation. Et on voit que dans les différents acteurs, publics comme privés, les collectivités sont toujours les deuxièmes victimes, j'ai envie de dire, les plus touchées. Les premières, ce sont les PME, donc 24%, et après, non, j'ai dit une bêtise, 34% les PME et 24% les collectivités. Chiffre intéressant, c'est là où je vous disais les menaces évoluent avec le temps, c'est les attaques par rançongiciel ont augmenté de 30%. On voit que ce risque, qui n'est pas nouveau, mais effectivement monte. Et je pense effectivement en plus en se perfectionnant. À noter un chiffre plus global de l'ANSSI qui a enregistré et traité 187 cyberattaques contre les collectivités entre janvier 2022 et juin 2023. Savoir que ce chiffre, toutes les collectivités ne signalent pas effectivement une cyberattaque à l'ANSSI. Donc, ce n'est pas un chiffre global, si je peux dire. Il ne prend pas tout en compte. Mais bon, ça nous donne une idée. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même peut-être un autre qui peut être intéressant. Autre acteur important, c'est Groupement d'intérêt public cybermalveillance, qui lui a enregistré en 2023 une hausse de 17%, donc quand même une hausse pas négligeable, des demandes d'assistance des collectivités. C'est le rôle effectivement de cet acteur. Ça représente quand même 4122 sollicitations, donc vous voyez, c'est un chiffre quand même assez conséquent. Alors, sans rentrer dans le détail des sollicitations, pour vous donner une idée des cyber-risques, le premier sujet de sollicitation de cybermalveillance, c'est l'hameçonnage, 27%, les attaques par rançongiciel dont on parlait à l'instant, 21%, et piratage de comptes en ligne, 17,5%. Donc voilà, je ne vous donne pas plus de chiffres, il y en a pas mal, mais comme je vous disais au début, on voit que ce phénomène qui n'est pas nouveau, bon, il y a eu une reprise en 2023 et vraiment une accélération depuis le début d'année. C'est vrai que récemment, l'ANSSI a parlé effectivement aussi de cyberattaques qui ont gagné en intensité. Donc, au-delà des chiffres, ça je vous le disais aussi tout à l'heure, on est sur des types de cyberattaques qui peuvent être beaucoup plus féroces, j'ai envie de dire. Alors, si vous avez déjà assisté à nos webconférences, vous connaissez le principe, on vous pose quelques petites questions sondage, comme ça, pour nous, c'est le moyen de prendre un peu le pouls. Et effectivement, la première question assez générale qui va s'afficher à l'écran, vous allez voir, c'est très rapide pour répondre. À quel niveau de cyberprotection estimez-vous votre collectivité? Voilà, on vous donne 3 choix, faible, moyen ou fort. Donc, je vous laisse répondre et je me tourne vers Oriana Labruyère, peut-être pour un peu compléter le tableau avec quelques chiffres que je viens de donner, et pour elle, un peu les priorités. La première question que j'ai envie de lui poser, parce que comme je disais, le phénomène n'est pas nouveau, est-ce que vous ressentez quand même une prise de conscience dans les collectivités qui s'est quand même affirmée au fil du temps, et au-delà de la prise de conscience, de mesures mises en place? Alors, c'est évident que les collectivités, c'est un paysage très contrasté entre une toute petite commune et une région ou un département. Mais globalement, comment vous ressentez? Déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette webconférence. La difficulté aujourd'hui dans la réponse que je pourrais vous apporter, c'est que c'est très disparate. La prise de conscience est extrêmement disparate. Selon le type de collectivité, vous voulez dire, ou pas forcément? Selon le type de collectivité, pas forcément. Je crois que c'est plutôt à quoi on a été confronté et qui a dans notre réseau qui a permis cette prise de conscience. C'est pas forcément ce à quoi on a été confronté. Alors c'est vrai que ceux qui ont subi de très très grosses attaques évidemment ont une réaction, mais je veux dire c'est relativement humain. Quand on subit un incident, on a pendant un certain temps cet incident en tête, et donc on a des réactions, des mesures de protection, etc. Ça devient une priorité.
Mais après, le quotidien reprend ses droits et c'est heureux. Hein, il ne faut pas toujours vivre dans la peur comme ça. Mais on le voit, ça s'étiole. Évidemment, la prise de connaissance qui a été majeure à un moment parce que l'incident ou parce qu'il était très proche, la ville d'à côté, le maire, nos amis, etc. Eh bien, au final, on le voit, ça se dilue dans le temps et c'est normal. Mais je dirais que pour l'instant, moi, je constate pas, et j'en suis assez triste, une prise de conscience majeure et un positionnement, et je vais le dire en tant qu'élu, un positionnement politique sur ces questions, alors que il y a un aspect extrêmement politique. Vous parliez de la petite association que j'ai cofondée. C'est cet intérêt-là, c'est de dire la cyber peut être aussi un objet politique pour que elle se rapproche de l'élu et elle quitte la table du techos. Voilà, parce que la cyber et donc la cybercriminalité, c'est un outil, enfin c'est par les outils numériques, mais c'est d'abord un sujet individuel et ça n'est pas un sujet uniquement du service informatique ou de son prestat informatique. Donc pour moi, c'est quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites politique, vous pensez au niveau des élus, je pense que c'est pas juste un sujet effectivement techno et pas un sujet uniquement des services, mais également des élus. Mais également au niveau national, vous voulez dire, politique? Alors, moi, je vais parler de ce que je connais le mieux. Alors, je vais juste parler de l'échelle commune et communauté de communes. L'échelle nationale, la stratégie globale, je trouve qu'on pourrait aller bien plus loin et surtout, on pourrait avoir des ambitions et des moyens qui soient relativement cohérents, notamment quand on voit la directive Nice 2 qui arrive et qui va évidemment pas concerner les maires des villes rurales, mais qui va concerner les maires des villes de plus de 35 000 habitants. Alors ça fait beaucoup, mais quand on réfléchit à l'échelle d'une communauté de communes, on arrive parfois assez vite à ce type d'échelle. Donc pour moi, il y a quand même une prise de conscience qui devrait arriver sur ces sujets. Mais pour revenir à ce que vous évoquiez, en fait, aujourd'hui, je vous donne une petite histoire. Je reviens d'un salon avec les fiches du Cybermois qui sont créées par l'ANSSI et qui sont enfin, c'est très coloré, il y a des dessins et puis c'est des éléments de sensibilisation un peu sous la forme de bande dessinée. C'est rigolo, c'est voilà. Et je reviens, je rencontre un maire et je lui dis bah tenez, je vous ai ramené ça. Et il regarde la fiche, il la déplie, il la regarde, et c'est un jeune, et c'est sur les mots de passe. Et il me dit, oui, mais bon, et je lui dis, bah, faudrait le mettre dans une salle de pause, même dans les toilettes, on s'en fiche. Hein. Et il me dit, bah, ça devrait plutôt aller au service numérique, non? Oui. Et là, je me dis vraiment, c'est pas. En fait, il y a un décalage. Oui. En fait, voilà. Et cette vision-là, c'est encore la vision de la cyberprotection, c'est de l'ordre de la tech, mais pas que. Et je suis heureuse de penser que l'humain, mais tous les humains, c'est-à-dire tous les agents de la collectivité territoriale vont être à l'œuvre pour garantir la cyberprotection. C'est pas uniquement acheter une solution n'est pas une solution. Voilà. L'outil magique qui va nous surprotéger et tout ira bien dans le meilleur des mondes, non. En fait, ça sert à rien si on n'a pas sensibilisé. Nous, dans notre commune, on a eu la chance d'avoir un déplacement de cybermalveillance. .gouv.fr, ils sont venus faire une matinée de sensibilisation à tous les agents. On a aussi bénéficié d'un France Relance, donc c'était vraiment très intéressant. Et France Relance, la restitution, c'était horrible. Et l'intervention de cybermalveillance, c'était super. Parce que par rapport au discours et par rapport au public, ils étaient adaptés. Donc France Relance, c'était pour les experts et c'était bien. Mais quand on était un agent qui était là, un DGS ou un DGA, et qu'on écoute France Relance, on est un peu perdu dans la restitution parce que c'est hyper technique. Alors que cybermalveillance, ils ont eu un discours très, très concret, très du quotidien, très individuel, en fait, finalement, de la personne dans son quotidien. Et du coup, ça a été très bien accueilli. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a encore un gros travail à faire au niveau de la compréhension de l'enjeu, de ce qu'est la cyberprotection, du fait que non, c'est pas que technique, et une prise en compte par le politique avec ce qu'il voudra en faire comme élément politique. Mais vraiment, je voudrais militer pour ça. Je milite pour ça au quotidien parce que je suis un peu dure peut-être avec les maires, mais moi, quand je paye la cantine,
je suis obligée de le faire sur un site en ligne. Et en fait, mes données, elles sont stockées sur un système d'information. Et je ne sais pas combien de temps elles sont conservées. Et je ne sais pas où elles sont conservées. Et pourquoi elles sont conservées en clair. Et toutes ces informations, elles sont disponibles. S'il y a des attaquants qui arrivent, ils vont avoir une fiabilisation de mon identité avec des données d'hyper bonne qualité. Et c'est bien la commune qui me demande, et c'est normal, enfin, je veux dire, par rapport au service, il y a une logique. Mais du coup, eh bien, cette logique, pour moi, elle implique un niveau de protection, comme on a un niveau de protection dans les rues avec la police municipale, auquel on est tous très attachés. Et donc, pour moi, ce lien, il est important. Parce qu'effectivement, les collectivités ont énormément de données, ouais. Voilà. Et je voudrais faire un tout petit parallèle pour que vous vous rendiez compte, enfin, en tout cas, parce que j'essaye de raccrocher ces idées à la vie du quotidien. Une commune de 10 000 habitants, c'est l'équivalent du nombre de collaborateurs chez Free. Voilà. Et Free, on a l'impression que c'est hyper gros, et 10 000 habitants, on se dit, oh, c'est une petite commune. Une mairie avec 2000 habitants, voilà, une commune avec 2000 habitants, c'est l'équivalent des collaborateurs chez Promode. Voilà, je suis désolée d'aller sur des éléments qui sont très terre à terre comme ça, mais c'est très parlant en même temps, vous avez raison. Je pense qu'on n'a pas... On ne prend pas la mesure enfin, on essaye, on est en train, et je suis ravie de faire cette intervention. Cette prise de conscience est en cours, et merci déjà aux maires qui sont venus parler de ce sujet, parce que voilà, c'est un sujet qui est compliqué, mais qui est pas du tout inaccessible, et qui a un véritable enjeu. Et là, je vous cite Free, Promode, je peux vous en citer plein d'autres qui sont des marques qu'on connaît, des choses qui frappent. Et en fait, c'est ça que les maires gèrent aujourd'hui. Et là, on parlait de collaborateurs, donc juste de gens qui donnent des papiers en lien avec droit du travail. Là, quand on parle des âmes de communes, on est avec des gens avec un CCAS, avec des situations difficiles, avec des informations qui vont être liées à l'état de santé, qui peuvent être liées à la famille, à la composition familiale, au niveau des connaissances d'une mairie de ses habitants. C'est extrêmement riche. C'est une donnée d'extrêmement bonne qualité. Et en plus, c'est pas très compliqué parce que comme on n'est pas hyper bien protégé dans les communes, globalement, je grossis le trait, eh bien au final, c'est une donnée qui peut être rapidement récupérée, et ça prend beaucoup moins d'investissement que d'aller taper des très gros comme Orange ou autre. Voilà. Donc une cible de choix pour les cybercriminels. Oui, une cible de... En fait, le cybercriminel, comme nous tous, enfin comme moi en tout cas, il est hyper feignant. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un retour sur investissement. Si je cherche quelque chose et que j'ai pas besoin de beaucoup investir pour avoir un retour, bah c'est chouette. Et en l'occurrence, dans les communes, vous avez des copies de carte d'identité, des avis d'imposition en intégrale, en copie intégrale, des copies de livrets de famille. Voilà, vous avez énormément de choses parce que la mairie, c'est vraiment... Enfin, les collectivités territoriales sont vraiment indispensables à la vie du quotidien, et la qualité de la donnée qu'elle gère au quotidien est vraiment extrêmement précieuse pour les attaquants. Donc, il faut qu'on se protège, et même si on joue clairement pas à armes égales, y compris d'un point de vue juridique, il y a des moyens de se protéger, il y a des actions à mettre en place, et on peut augmenter le niveau pour rendre plus difficile, ou en tout cas pour se protéger et avoir un degré de protection qui soit raisonnable par rapport à la nature des données qu'on traite au quotidien. À ce sujet, je vous donne le résultat de notre petit sondage, parce que c'était quel niveau de cyberprotection. Alors, bon, c'est des notions un peu subjectives hein, quand j'indique faible, moyen ou fort, mais faible 15%, moyen 72% et fort 14%. Petite réaction un peu sur ce chiffre, parce que moyen, c'est peut-être aussi par moment, peut-être que c'est des gens modestes et qu'en réalité, il est bon leur système. Peut-être aussi, une fois, c'est une façon de se rassurer en se disant, bah, il n'est pas si mauvais, il est moyen. En fait, il y a encore peut-être du travail, non? En voyant ces chiffres. En fait, je pense qu'il y a du travail, mais aussi parce que dans la question, vous dites estimez-vous. Donc, c'est un ressenti.
Bien sûr. Est-ce que je me sens protégée? Et en effet, quand je saisis des mots de passe, quand on me demande des accès, quand on va me limiter un certain nombre d'actions, tout ça fait partie de ce sentiment de protection qu'on peut ressentir face à l'organisation, et c'est très bien. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de moyens. C'est que finalement, le sentiment, lorsqu'on est élu, agent, peut être relativement bon, et de se dire, c'est moyennement, on est pas mal. Mais je trouve que c'est délicat dans la mesure où, si on posait la question en se demandant, est-ce que vous connaissez vos données critiques? Est-ce que vous arrivez à identifier si ça vous manquait demain, vous ne pouvez plus travailler? L'application, l'outil indispensable à l'agent, indispensable à l'élu pour réaliser sa mission. Est-ce que vous savez le déterminer? Est-ce que vous êtes posé cette question, et est-ce que basiquement vous savez le déterminer? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a le plus de données? Dans quelle application que vous utilisez au quotidien ou pas, il y a le plus de données? En fait, ces questions-là, si elles ont été traitées, si elles ont été posées, là déjà, on a augmenté le niveau de sécurité, parce que ça veut dire qu'on sait où on a mal, ça veut dire qu'on sait où on veut pas être attaqué, ça veut dire qu'on sait où est-ce qu'on met notre énergie, notre stratégie en priorité. Et c'est... Allez-y. Oui, parce que là, pas mal, ça montre le niveau des besoins, pas mal de questions tombent. Donc, je vous proposais, je reviendrai vers vous, hein, je vous rassure, mais d'avancer un peu, si vous êtes d'accord, si vous ne voyez pas ombrage. Donner peut-être la parole à Patricia Durand, donc DGS de Villecreine, un peu sur ce retour d'expérience, comme je disais, 2021, février 2021, de cyberattaque, je crois, à une semaine d'intervalle, donc avec pas mal de dégâts. Alors, à l'époque, la ville ne faisait pas près de 12 000 habitants, mais 10 000, mais c'est quand même pas une toute petite commune. Mais vous me disiez, malgré ça, bon, il y avait un niveau de protection assez faible, voire artisanal, le terme que vous employez. Donc, peut-être quelques mots sur ce 2021 et surtout tout ce que vous avez mis en place depuis. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant pour nous, c'est un peu votre retour d'expérience et quel choix vous avez fait. Et je pense par rapport à certaines choses que disait Oriana Labruyère, notamment de ne pas avoir ce raisonnement vertical, purement techno et transversal, c'est au moins s'il y a des mérites d'une cyberattaque, c'est peut-être justement d'en tenir compte et de ne plus fonctionner de la même façon. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc pour revenir sur effectivement cet épisode de 2021, alors qui intervenait au début du mandat municipal et qui intervenait aussi surtout et avant tout juste après une période de confinement où je dirais que finalement, on parlait tout à l'heure, l'intervenante précédente parlait tout à l'heure des enjeux et des positionnements politiques où à l'époque, la gestion du confinement, il y avait un choix fort politique que les services publics de proximité restent, quoi qu'il arrive, aux côtés des habitants et des administrés, a souvent conduit des communes à prendre de très grands risques en matière de sécurité. Pour vous donner un tout petit exemple, nous, à l'époque, pendant cette période de confinement que je n'ai pas vécu personnellement là où je suis aujourd'hui, mais nous avions des VPN qui étaient installés sur des postes personnels, voilà. Et c'était pas, et c'était tout simplement parce que à cette époque-là, la priorité, l'urgence, elle n'était pas du côté de la cyberattaque, mais elle était du côté de la question de la continuité du service public. Et je pense que ce contexte a aussi accéléré les choses et a finalement mis en exergue le fait qu'il y avait peut-être des données comme ça, des organisations, des domaines qui étaient presque facilement accessibles sur le marché et que la pêche à la ligne, elle était bonne. Et que de surcroît, comme vous le disiez, les données, elles sont fiables, elles sont diverses et elles sont bien évidemment économiquement fortement intéressantes. Donc voilà, donc on est dans ce contexte-là. Peut-être dire quand même que il y avait quand même une prise de conscience puisqu'on appartient à un syndicat informatique où en fait l'essentiel de nos logiciels métiers sont gérés par ce syndicat et donc cette collaboration intercommunale qui a toute son importance.
On reviendra sur le sujet parce Mais qu'on se dit que ça peut souvent être une solution, la tout à mutualisation, fait, sans que ça soit tout à forcément la fait. solution miracle, mais utile. En tout cas, elle a au moins un avantage, c'est que effectivement, elle garantit quand même une forme de continuité. Et on l'a vu sur un certain nombre de logiciels pendant notre cyberattaque. Et puis, elle permet aussi de mutualiser des compétences, des sensibilisations, etc., etc. Mais peut-être pour revenir un peu plus sur l'interne, donc je vous dis, moi je suis en prise de poste après ce confinement, dans une période qu'on a tous connue, qui a eu, enfin voilà, qui a créé les désordres qu'on connaît, et en même temps d'autres choses beaucoup plus positives. Et quelques semaines après l'installation du conseil municipal, on est donc victime d'une cyberattaque qui se produit tout simplement par l'ouverture d'un mail non identifié et surtout de sa pièce jointe. Et je ne suis pas une grande spécialiste en matière de technologie numérique et informatique, mais a priori, c'est pas rare que le système soit pénétré par des choses aussi simples que celles-là. Et ça continue Voilà, aujourd'hui. donc Hein. c'est un des éléments à prendre en compte. Donc ça a mis le système en stand-by, donc toute l'activité de la commune en stand-by pendant à peu près 3 mois. Je dirais juste que nous avons eu une chance inouïe, c'est que à l'époque nous avions oui, c'était effectivement, on avait comment dire, un prestataire unique avec un auto-entrepreneur plus exactement qui gérait notre système informatique. Et en fait, les premiers signaux physiques, visuels sur l'écran se sont produits pendant qu'il était là. Et donc, ça a été une chance inouïe parce que ça nous a permis de couper les vannes avec notre service, notre syndicat informatique. Et donc, ça nous a permis de ne pas infester les 16 autres communes du territoire qui auraient pu se retrouver dans la même situation que nous. Donc ça a été un élément de chance imprévu, imprévisible, mais à prendre en compte aussi. On s'en est sorti. On est allé chercher les ressources qu'il fallait. Vous avez parlé de l'ANSSI. On a été chercher des compétences en externe, des prestataires qui ont pu nous aider. Il y a eu aussi de la solidarité institutionnelle avec les autres communes, avec le territoire auquel on appartient. Et puis, il a bien fallu en tirer le constat. Et le constat, c'est qu'on n'avait aucun système de sécurité. On n'avait aucune conscience des utilisateurs, des risques qui étaient encourus. Et personne pour gérer, si ce n'est un prestataire qui nous assurait la gestion du domaine, et son hébergement. On savait pas très bien où, comment, mais a priori c'était plutôt en Europe. Voilà. Et puis un deuxième hébergement virtuel avec des sauvegardes physiques ou virtuelles, on savait pas très bien. Donc la première des choses, bien évidemment, c'est d'avoir remis tout ça à plat. Et ensuite de se dire, de toute façon, on ne pourra pas se passer d'avoir quelqu'un dans notre organisation qui va pouvoir parler d'égal à égal avec un prestataire informatique. Donc on a fait les comptes, parce que c'est aussi important quand on parle on peut avoir toutes les bonnes prises de conscience que l'on veut, mais parfois, quand on est confronté en fait à l'élaboration de budgets dans les communes, eh bien, faire les choix d'aller vers des investissements sur les ressources communes ou finir des travaux ou finir de construire une école, on peut comprendre quand même que pour les élus, parfois, le choix soit un peu difficile à faire. Mais ce constat-là fait, ce choix, à un moment donné, lorsque l'on a fait les comptes, nous nous sommes aperçus que nous avions tout intérêt à recruter un collègue technicien informatique, c'est-à-dire une fonction ressource. Je dis même pas support, je dis une fonction ressource pour l'ensemble de la collectivité, et de limiter en fait l'ensemble des prestations que nous avions contractées auprès d'un prestataire extérieur. Et aujourd'hui, ce choix-là nous fait faire 30 000 euros d'économie annuelle. Oui, alors que quand je regarde le salaire chargé et ce que je payais aux prestataires, c'est un choix plus élevé, plus coûteux en recrutant quelqu'un. C'est l'a priori qu'on peut avoir, oui.
Exactement. Et donc, en fait, on était, pour reprendre une formule, dans du gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois d'avoir un collègue collaborateur en interne qui, avec des missions qui lui permettent de travailler en transversal avec l'ensemble des services, presque, je dirais, de capitaliser sur le traumatisme qu'a représenté cette cyberattaque dans l'organisation et qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas le garantir à 100%, mais il reste dans une petite voix dans les têtes des collègues, dans les mains, entre la main et la souris, de se dire, est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas le truc parce que ça a l'air quand même assez bizarre. Et je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, des coups de fil arrivent au service informatique pour dire, j'ai un truc qui est bizarre, là, je sais pas si je dois l'ouvrir ou pas, plutôt que de se laisser tenter par la curiosité de se dire, bon, allez, on verra bien, je l'ouvre. Voilà. Et d'avoir ce collègue en interne qui nous assure la dynamique, et la prévention qu'on n'a pas forcément lorsque on est dépendant d'une organisation externe, quelle qu'elle soit et quelles que soient ses qualités, hein. Loin de moi de remettre en cause leurs compétences, mais c'est pas la même chose. Quand on appartient à une équipe, les résultats et la mobilisation, elle se fait pas de la même façon que lorsqu'on est en dehors du terrain. Donc vraiment, je peux dire, il y a une infusion, il y a cette culture du risque. Oui, 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 oui. Et ça, Et c'est qui est vraiment facilité lié. par une personne en interne. Alors, c'est presque, je dirais, s'il y a au moins un effet positif à retenir de cet événement qu'on a vécu avec la cyberattaque, qui s'est d'ailleurs, je voulais pas trop revenir sur le passé, mais qui s'est produit une seconde fois alors qu'on était en train de sortir un peu la tête de l'eau, on se reprend un coup sur la tête. Ça a permis quoi? Ça a permis de se dire, personne n'est à l'abri. Moi-même, j'avais tendance à penser qu'une petite commune de moins de 10 000 habitants ou d'à peine 10 000 habitants, franchement, il n'y avait aucune raison qu'on intéresse qui que ce soit. Ça, c'est la première des choses. La seconde, je me suis aperçue qu'on était dans des complexités aujourd'hui et dans une sophistication des cyberattaques qui est impressionnante. En fait, on s'est fait attaquer par des gens sous la forme d'un rançonnage, enfin des organisations plus exactement. Or, nous n'avions aucune compétence en interne pour aller chercher le message qui allait nous donner le montant de la rançon. C'est-à-dire que j'étais même pas capable de traduire ce qu'ils voulaient. Donc je me disais, on est totalement à l'abri. Et c'était une erreur stratégique, stratégique. Donc personne n'est à l'abri. Et comment dire, et c'est en même temps la protection, c'est un travail permanent, c'est une attention permanente. Il faut pas relâcher. Si on relâche, on se ressent en sécurité. Faut pas être dans le phénomène de la peur parce qu'autrement on peut tout bloquer. Mais en même temps, il faut être dans la vigilance permanente et dans le rappel permanent. C'est un petit peu la piqûre de rappel. Et c'est là où le rôle de notre collègue est grandement apprécié parce que d'abord, il y a un partage de connaissances. Le technique et l'informatique ne restent pas là dans un coin, dans un bureau, entre spécialistes, entre sachants qui ne concerneraient pas forcément les autres, alors que l'informatique, pour l'essentiel, est utilisée par des gens qui ne sont pas ni techniciens ni informaticiens, mais des gens qui ont d'autres compétences. Merci en tout cas pour vos témoignages. Oriana Labruyère, vous voulez poser une question? Alors, je réponds juste, avant de vous donner la parole, j'ai une question de quelle est votre collectivité? Bon, je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est Villecrennes, dans le Val-de-Marne. Oriana, je vous donne la parole. Oui, en fait, votre témoignage est incroyable, Patricia, et vraiment merci de partager parce que c'est pas toujours évident. Les communes partagent pas toujours, et donc voilà. Est-ce que je peux vous... Alors peut-être qu'il y a que moi que ça intéresse, mais quand moi je le dis, ça a sans doute moins de poids que quand c'est les gens qui l'ont vécu. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'émotion qui a été ressentie
au moment où vous découvrez, enfin, au niveau, ce qui a traversé vos agents, vos élus, l'équipe qui venait d'arriver, face à l'incident. Et du coup, au moment où ça revient une deuxième fois, est-ce que vous pouvez faire un témoignage sur ce qu'ils ont ressenti? Parce que là, tout ça, on parle d'outils techniques, mais en fait, tout ça, c'est des humains qui sont face à une situation. Et l'effet de la deuxième lame, si je puis dire. En fait, le traumatisme, je le comparerais à un incendie ou à la destruction d'un bâtiment symbolique, école, mairie. C'est-à-dire que d'un seul coup, le monde s'écroule parce qu'on se dit, mais je ne vais plus pouvoir rendre mon travail. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est de se dire, mais c'est les gens qui vont payer, quoi. C'est les gens qui vont payer. C'est pas tant ce qu'on est en train de perdre nous, c'est le traumatisme, ça a été de dire, mais comment on va faire pour que les gamins ils soient inscrits à la cantine, comment on va les faire manger, comment on va faire nos commandes. Enfin voilà, ça impacte tellement le quotidien des gens. Après, il y a eu aussi d'autres craintes peut-être plus mercantiles, mais il y avait la question des payes. La question des payes. On n'avait plus les éléments pour faire tout ce qui était variable entre guillemets de paye. On n'avait pas les éléments. Et il fallait qu'on arrive à saisir. Il a fallu qu'on négocie avec la trésorerie aussi, parce que le système coupé, c'est que on paye plus de factures, mais on paye plus de salaire non plus. Donc il a fallu que chacun y mette un peu du sien pour accepter voilà qu'il y avait qu'on allait devoir faire le minimum. Mais c'était ça. Le traumatisme, c'est la destruction par incendie d'un bâtiment, quoi. Et par contre, où on se met là dans une situation d'urgence et de réaction en se disant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et beaucoup de désolation, avec en relativisant sur le fait que fort heureusement il n'y a pas de victimes humaines. Mais c'est ça, le sentiment était celui-là, vraiment de désolation et de se dire comment on va pouvoir s'en sortir. Traumatisme donc important, et il y a tout le volet aussi des administrés, comment ils réagissent, parce qu'il y a aussi cette inquiétude-là et de réponse, déjà que c'est compliqué pour vous, mais il faut leur répondre hein, parce qu'ils ont plein de questionnements. Donc, on va passer à une seconde question parce qu'on l'a un peu abordé sans entrer dans le détail, c'est de se dire, parmi les solutions, donc la mutualisation. Alors, Patricia Durand, vous avez parlé de votre syndicat informatique qui ne vous a pas apporté toutes les réponses, mais quand même une partie de réponse. On peut se poser la question aussi de l'intercommunalité. Est-ce que c'est la bonne échelle? Donc, justement, on vous pose cette question. Elle va s'afficher. Et voilà, pour vous protéger, pour mieux vous protéger, j'ai envie de dire, utilisez-vous une solution de mutualisation. Donc, voilà, il y en a toutes sortes, mais c'est essentiellement l'intercommunalité et des syndicats numériques, informatiques. On a là, le syndicat de Patricia Durand, c'est à niveau intercommunal, si j'ai bien compris, mais on sait qu'il y a beaucoup de syndicats à l'échelle départementale. Donc, effectivement, est-ce que, pour avoir une idée de ce que vous utilisez ou pas. Donc, oui ou non à cette question. Je me tourne vers John Billard. Effectivement, je vous ai vu acquiescer de la tête plusieurs fois dans ce que vous entendiez. Notamment, bon, on avait échangé ensemble sur l'importance de mutualisation, encore plus peut-être pour des communes rurales qui ont très peu de moyens. C'est vrai que, je ne vais peut-être pas les donner, mais c'est vrai que je crois que c'est des chiffres de cybermalveillance qui donnaient les chiffres consacrés par les communes, alors même pas spécifiquement rurales, je crois que c'était les communes de moins de 15 000 habitants, et on voyait que les chiffres annuels, c'était très faible, hein, c'était aux alentours de 2 000 euros. Donc, mais bon, il y a un gros problème de moyens pour se protéger. John Billard, je vous donne la parole. Je vois que vous avez coupé votre micro. Voilà. Oui. Ok. Merci pour ces témoignages. En fait, c'est intéressant d'entendre ça. Déjà, moi, je vais parler des communes qui sont, on va dire, en moyenne plutôt à moins de 1500 habitants, moins de 2000 habitants, parce que ça a son importance par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. D'abord,
qui sont touchés aussi. Hein. Excusez-moi, je vous interromps. C'est vrai que j'ai une question qui me disent, mais quelles sont les strates touchées? Ça, vous confirmez que toutes les strates de collectivités sont touchées, dont les toutes petites communes. Hein. Ah ben, en fait, oui, oui. Enfin, que ce soit d'ailleurs dans le monde des collectivités territoriales, mais aussi dans les PME et les TPE, c'est la même difficulté. On est beaucoup sur le comportemental, c'est-à-dire que dans ce qu'a dit Oriana tout à l'heure, la sensibilisation des acteurs, alors que ce soit les élus en priorité par rapport à leur commune ou à leur mairie, en tout cas, elle est fondamentale. Ce que je veux dire par là, c'est que la cybersécurité, de ce que je peux en connaître, en tout cas, c'est 80%, et encore, je ne suis pas sûr de mon chiffre, mais c'est pour avoir une règle de 20-80, mais c'est 80% de vigilance de chacun. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quelle que soit notre fonction et notre mission, c'est la façon dont on va gérer, ne serait-ce que les mots de passe, pour prendre cet exemple très connu, qui vont avoir leur importance. La difficulté, et ça a été très très bien dit, c'est que tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté, c'est un peu comme pour le reste, on n'y prête pas attention. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a un moment donné, pour avoir mis en place il y a quelques années un dispositif pour sensibiliser les communes à avoir un site internet, parce qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 15 ans, c'était un sujet qui avait son importance. On a mis quand même quelques années pour sensibiliser, mais on y est arrivé en proposant une solution simple, qui, en l'occurrence, chez les maires ruraux de France, ça s'appelle campagnol.fr. Et c'était comment je mets à disposition de maximum d'élus et de collectivités quelque chose de simple. Or, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a rien de simple. C'est-à-dire que personne aujourd'hui, et je fais beaucoup de recherches là-dessus, quand je dis recherche, j'essaye de trouver un prestataire qui va nous proposer, nous, dans nos petites communes, mais c'est la même chose pour les PME, j'insiste, enfin les TPE, une solution qui va permettre de répondre à notre besoin. Pourquoi je dis ça ? Parce que je rappelle, et Madame l'avocate va nous confirmer ça, que le RGPD ne concerne pas forcément que de bien faire attention aux informations qu'on leur récolte, mais je rappelle qu'il y a un deuxième volet qui est de s'assurer de la protection qui va en être faite par le prestataire qu'on en a choisi. Et je rappelle que si on ne fait pas ça, on est co-responsable du sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, tous les prestataires qu'on utilise, que ce soit pour la comptabilité, pour la gestion d'école, par exemple, j'entendais tout à l'heure sur la cantine, de s'assurer que ce fameux prestataire, au-delà de la super solution qu'il va nous proposer, il est conforme au RGPD, c'est-à-dire qu'il a tout mis en œuvre pour protéger les données à qui qu'on lui confie. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas que la responsabilité de l'élu ou de la secrétaire de mairie, il y a aussi de veiller à ce que le prestataire, il est en règle avec la loi. La deuxième chose, c'est que il faudrait qu'on trouve une solution, comme je dis, qui soit simple pour les données qui sont dans les ordinateurs des mairies, c'est-à-dire ce qu'utilisent aujourd'hui les logiciels de bureautique. En fait, c'est ça, parce que c'est là où il y a les données. Si je prends Excel avec la liste des personnes âgées, par exemple, pour les fêtes du troisième âge, etc., etc. Donc, à partir de là, moi, aujourd'hui, j'ai pas trouvé un prestataire, et j'ai posé la question, qui m'apporte la solution à un prix raisonnable, qui consiste à dire comment il est en capacité de me protéger. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on vient vous dire que la cybersécurité, c'est important. Moi, en dehors comment on appelle ça, des solutions, pas cyber, parce que cyber, mais vous savez, les logiciels qu'on achète chez les prestataires, j'ai perdu le nom, désolé, pour protéger nos ordinateurs. J'ai pas d'autres. Pardon? Antivirus. Antivirus, merci, désolé, d'antivirus. J'ai pas d'autres solutions par rapport à ça. Et en fait, ce qu'il faut aussi peut-être prévoir, peut-être que l'ANSSI, voir la cybersécurité, elle fasse ce que nous, on fait dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est un gros groupe, c'est qu'on fait des simulations. Parce que pour le coup, si vous voulez habituer un utilisateur, quel qu'il soit, pour qu'il soit vigilant, c'est de le piéger. Et je peux vous dire que ça marche super bien. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait, de la part de l'État, j'entendais Madame Labruyère qui disait que il y avait de la formation à faire, etc. Parce que et on peut pas tous embaucher un DSI. C'est peut-être de mettre en place un dispositif national qui vient piéger les élus.
dans les mairies avec des faux spams, hein, évidemment pas des faux spams, des fausses attaques, et en leur disant ben voilà, tu viens de te faire piéger, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. 80 ou 90% ça rentre par les mails, donc il suffit de faire le test. Et je peux vous dire que ça marche super bien, parce qu'à chaque fois vous avez l'impression soit de vous faire piéger à un jeu, peut-être on peut le faire en l'unique, ou en fait vous devenez beaucoup plus vigilant. Je dis pas que ça évite, hein, la peur n'évite pas le danger, comme on dit, en tout cas, mais ça entraîne. Ensuite, ce que je voulais. Je peux vous poser juste une question par rapport à ça. Oui. Un constat un peu général sur. Vous connaissez bien les maires ruraux, hein, évidemment. Oui. Mais est-ce que vous sentez quand même que. Je parlais de prise de conscience au tout début de nos webconférences. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une amélioration Non. Bon. Non, enfin, ce qui a été dit précédemment, je ne peux que, c'est pour ça que j'ai acquiescé, parce que c'est pas, on n'a pas, en fait, c'est pas que les maires. Enfin, je veux dire, c'est un problème général. À part les gros groupes, parce que le Covid a déclenché des attaques un peu plus importantes, aussi parce que dans l'actualité aujourd'hui, on sait que les attaques des Russes sur ces sujets-là, elles sont un peu plus importantes. Mais aujourd'hui, tant que vous n'êtes pas confronté directement au sujet, vous dites oui, mais ça n'arrive qu'aux autres. Donc il y a effectivement de la formation, il y a la sensibilisation, et moi je vois pas d'autres solutions pour que justement, moi j'ai imaginé cette histoire de simulation. Après, pour répondre à la question plus pertinente que je trouve sur les EPCI. Je vous donne juste, avant de vous répondiez, la réponse. Petit sondage. Donc oui, 30%, non 70%. Donc, il y a une marge de manœuvre, hein, de progression. Ouais, mais c'est celle-là où je comprends pas. L'État, en tout cas par la voie de leurs parlementaires, impose aux communes, via les intercommunalités, un tas de choses qu'ils devraient s'abstenir de faire. En d'autres termes, moi je milite plutôt pour qu'on laisse la libre administration des communes à choisir ce qu'ils veulent déléguer aux intercommunalités. Ça, c'est ma vision du monde. Vous pensez à l'eau, peut-être. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a plein d'autres sujets, mais c'est pas le plus important. Par contre, il y a des sujets qui me paraissent fondamentaux. Quand on a imposé le RGPD, il y a eu un débat à un moment donné. Est-ce que le conflit a une strate au-dessus de la commune? Évidemment que oui, c'était quelque chose qu'il fallait imposer. Je comprends pas, parce que pour le coup, on va nous imposer des choses qu'on veut pas, mais par contre, il y a des choses qui sont évidentes. Comment voulez-vous qu'une commune en majorité, on va dire, de 300 habitants, je vais prendre la mienne, 360 habitants, je vais embaucher un DPO pour gérer les données que je gère dans ma commune qui fait 360 habitants, et je dois avoir pour être caricatural, je dois avoir 3 tableaux Excel où j'ai des données là-dessus. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je pense que l'intercommunalité, pour le coup, dans le cas de la mutualisation, elle avait un vrai rôle à jouer. Et ça n'a pas été imposé, je ne comprends pas. Sur la cybersécurité, c'est pareil. Vous seriez sur une compétence obligatoire, donc, quasiment là-dessus. Pardon? Vous seriez quasiment pour une compétence obligatoire des intercos. Mais sur la cybersécurité, je rappelle quand même, enfin, ça n'a pas été dit, mais je pense que tout le monde l'a compris, ce sont des données publiques, souveraines, que l'on récolte. Madame Labruyère l'a bien expliqué tout à l'heure, la notion de données. Et on ne vient pas, enfin, je veux dire, quand on parle de cyber, on met le mot attaque. Il y a un moment donné, il faut mettre les moyens qui vont en place derrière. Et comment imaginer qu'une commune, même de 500 ou 2000 habitants, va embaucher, vous avez dit, Patricia Durand, que vous avez embauché un DSI, mais moi, je ne vais pas embaucher un DSI dans ma commune de 300 habitants. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, alors parfois, on prend des élus parce qu'ils ont cette compétence-là, mais les élus nous, on n'est que de passage. Donc, il faut assurer la pérennité la protection des données. C'est des sujets qui sont aussi abordés, je l'ai abordé avec vous, Philippe, quand on a échangé, sur la protection de l'archivage. Aujourd'hui, où sont les archives des communes depuis que tout est numérique? Où elles sont? Elles sont hébergées chez Google, elles sont hébergées sur d'autres. Tout ça, c'est extrêmement pas géré du tout. J'ai alerté en temps l'État sur le sujet. On n'a rien fait. Donc, on veut faire de la totale dématérialisation, mais on ne va pas jusqu'au bout de la chaîne. Et enfin, vous comprenez dans mon propos, ça m'agace un peu parce que pour le coup, on n'imagine pas demain les conséquences qu'il y a à ça. On commence à le voir. Donc, il faut peut-être repenser le modèle. Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on confie ça à l'intercommunalité. Pour autant,
voilà au moins une compétence qui a de l'intelligence, la mutualisation d'un service comme celui-là. Après, on peut passer par un syndicat. Ça, après, c'est le choix des collectivités. Mais pour autant, il faut qu'on mutualise une échelle de mutualisation. Positif. Et Voilà. Oriana Labruyère, peut-être une réaction là-dessus, parce que je pense que vous êtes sur cette position-là aussi. Et un DPO, par exemple, mutualisé, à part des très grandes collectivités. Alors, en fait, un DPO mutualisé, un RSSI mutualisé, aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Vous pouvez avoir un RSSI qui vient une journée dans le mois et ça suffit. Et effectivement, ça va coûter 300, 500. Je pense que tout le monde ne sait pas. Un responsable de sécurité des services, de la sécurité des services d'information. En gros, c'est basiquement une personne qui va être en capacité de travailler avec vous une feuille de route pour améliorer votre niveau de protection et qui va être en capacité d'évaluer une stratégie avec vous et donc faire des arbitrages. Sur ce qui a été dit vis-à-vis des EPCI, aujourd'hui, il y a aussi je vais en parler, en plus c'est mon département, je peux faire que Rico, mais Seine-et-Marne Numérique travaille sur un nouveau catalogue pour passer de la fibre à justement une réponse sur des outils cyber. J'étais l'année dernière à Dinan, à l'Assemblée générale des centres de gestion. Oui, développe de plus en plus des solutions. Voilà, il s'est aussi beaucoup de poser de questions sur proposer un catalogue de solutions adapté aux besoins des collectivités territoriales au sein des centres de gestion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la carte, elle est relativement blanche. On a le droit de créer ce qu'on veut et toutes les initiatives, à mon sens, sont les bienvenues. Donc, si on ne trouve pas son bonheur dans l'un, on peut aller voir dans l'autre. Si on est plus syndicat, on peut y aller. Si on est plus centre de gestion, on peut y aller. Si on arrive à se mettre d'accord avec d'autres communes, on a aussi le droit de mutualiser. Au-delà de l'EPCI dans laquelle on est, on peut mutualiser avec des copains qui sont des voisins. On n'est pas marié avec les gens de l'EPCI si ça ne fonctionne pas. Mais par contre, oui, mutualiser, pour moi, c'est un grand oui. Ça donne plus de force, ça donne plus de négociations, ça donne tout petit peu plus de budget. Et donc, ça, c'est beaucoup plus pertinent. Et je voudrais souligner, alors c'est parce que j'ai vu votre main levée, Patricia. Je clôture On vous donne la parole juste après, promis. Je voudrais clôturer mon propos sur un point. Vous avez, et ça a été très bien rappelé par John, vous avez des prestataires. Et vous savez, les premiers prestataires que vous avez, c'est les éditeurs de logiciels. Je ne sais pas s'il y en a dans les 112 participants là et si après ils ont envie de prendre une poupée vaudou et de m'envoyer des flèches dessus. Mais la réalité, c'est que ces prestataires qui sont vos éditeurs de logiciels et qui vous fournissent des solutions métiers, ils doivent vous garantir la sécurité des données à travers l'outil qu'ils vous mettent à disposition. Donc, non, c'est une obligation légale qu'ils ont. Ils n'ont pas le droit de vous facturer plus parce que ça demande des développements supplémentaires. Comment la sécurité de mes données peut demander un développement supplémentaire? Mais d'où partons-nous dans ce cas? Quel est le cadre légal que vous vous appliquez, monsieur le prestataire, et pourquoi j'ai besoin de payer de manière supplémentaire ce service qui est quand même de base, puisqu'il y a une obligation dans la loi de la sécurité des données. On peut le citer dans le RGPD, c'est l'article 32, et puis il y en a d'autres en termes de sécurité de la donnée. Donc non, moi je vous achète quelque chose, je paye pour un service, c'est by design la sécurité. Donc, c'est ab initio quand vous designez votre logiciel. Donc, merci de vous remettre sur la table de travail si ce n'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes tout seul. Vous payez des gens. Ces gens, ils doivent vous apporter le service adéquat, y compris sur la sécurité des données. Voilà, j'en ai fini. Mais après, j'adore les éditeurs de logiciels. Je travaille super bien avec. Voilà. Mais s'il vous plaît, prenez ce pouvoir. Vous êtes des maires, vous êtes des élus, vous êtes des agents. Oui, vous avez le droit de demander des comptes. Et il y a plein d'éditeurs de logiciels sur la place. Donc, s'il y en a un qui va plus bien, bon, évidemment, c'est casse-pied, c'est compliqué et c'est long de faire des migrations. Mais en même temps, rester en otage et ne pas avoir la sécurité adéquate, c'est pas OK du tout. Voilà, c'est terminé. Merci. Et des solutions adaptées, comme demandait aussi John Billard. Patricia Durand, vous vouliez réagir à ce que vous entendiez, j'imagine? Oui, juste, je voulais aussi apporter un complément d'information sur les enjeux de la mutualisation. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la commune qui, effectivement, a fait le choix de rejoindre un syndicat informatique.
et où l'essentiel du syndicat est le travail sur les logiciels métiers, la mutualisation des compétences, des développements, etc., etc. Moins sur la Autant il y a, cybersécurité, donc. voilà. Mais il y a un enjeu et un sujet, et c'est Monsieur le maire qui en parlait, c'est la question du stockage et de la sauvegarde de nos données, de ce qu'on appelle notre domaine. Et ça, je trouve que pour le coup, la puissance publique, et pas forcément exclusivement au travers de syndicats, mais ça peut peut-être se faire sous une mutualisation avec d'autres partenaires, elle devrait s'emparer du sujet. Au début de l'intervention, je disais, on a des données, on ne sait pas où elles sont effectivement hébergées. Moi, mon domaine, je sais qu'il est en Europe, mais parfois, je ne sais pas s'il y a un sous-traitant, s'il n'y a pas de sous-traitant. Or, aujourd'hui, je suis sûre que les grosses collectivités, je parle pas des petites communes, même comme les nôtres, parce qu'on n'en a pas les moyens, mais je suis sûre qu'à des échelles de territoire, de département, de région, il doit bien y avoir des salles blanches quelque part où on pourrait à un moment donné mutualiser les espaces, pouvoir émettre les domaines des services publics pour être sûr qu'on sache exactement où ils sont, par qui ils sont gérés, dans quelles conditions de sécurité. Et ça, c'est effectivement des choses de l'agilité de partenariat public qui fait complètement défaut, quoi. Et je pense pas que ce soit une volonté délibérée, c'est juste que ces questions, elles se sont pas encore posées. Mais voilà, on peut appartenir à un syndicat pour des gestions de logiciels et de mutualisation, mais on peut aussi trouver d'autres formes de collaboration avec d'autres institutions pour mettre en commun aussi des moyens d'investissement qui iront dans le sens de la sécurité. Et John Billard, vous êtes sur la même position, hein. Ah, mais totalement, mais enfin, je l'ai déjà évoqué il y a quelques années quand j'étais vice-président plutôt en charge des questions numériques au sein de la MRF. Mais je pense que enfin, si j'ai deux dernières choses à dire, c'est vraiment de vérifier que les prestataires, Oriana Labouillère, vous l'avez confirmé, sont dans leur rôle aussi sur ce sujet-là. Et puis, de grâce, essayons de trouver une solution qui soit simple pour l'ensemble des communes, quoi. Je veux dire, et y compris des TPE. J'ai envie de mettre tout ça parce qu'on est confronté aux mêmes difficultés. C'est les mêmes. Donc, je veux dire, c'est pas un problème collectivité territoriale. Je sais que les CCI en France ont un gros sujet autour de ça parce que justement, il y a de plus en plus d'attaques. Donc, ça ne doit pas être super compliqué quand même. Je comprends pas, en fait. Alors, la difficulté avec la différence majeure avec les TPE, c'est clairement le montage financier. Ouais, enfin bon, je veux dire, j'ai réussi. Oui, mais moi j'ai réussi à monter une plateforme internet pour que les communes puissent créer leur site internet à un coût raisonnable et de façon simple. On a 1700 sites internet qui tournent aujourd'hui. Sur la partie associative, on peut faire. Moi, je cherche juste des prestataires qui sont capables de nous fournir, et j'en trouve pas. À chaque fois, j'en ai rencontré, je peux vous dire un paquet, ils me disent tous ouais, oui, et j'ai pas la solution. Donc si dans l'auditoire, il y en a qui sont sur le sujet. Mais j'ai quelques pépites territoriales, je veux bien qu'on s'en parle. Ça marche. On ne pas mettre de nom là, mais. Ok, bon, on prend contact alors. Oui, je pense qu'il y a des échanges qui vont se faire après. Juste dans le chat, il y a eu beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre avec des liens vers la CNIL, l'ANSSI, la Banque des territoires, les éléments. Je ne sais pas si vous avez, Philippe, la possibilité de faire l'extraction du chat pour donner à tout le monde l'accès à l'ensemble. Parce que du coup, j'ai essayé d'aller. Il y a un panorama de la cybermenace, j'ai tout mis. Ça peut être une source, vu que les questions étaient très opérationnelles. C'est un peu frustrant parce qu'effectivement, on a répondu indirectement ou plutôt directement par rapport aux propos de certains. C'est vrai je ne l'ai pas pris sur l'aspect de la directive Nice parce que je vous demandais d'en parler en 3 minutes. Oriana, je reconnais que ce n'est pas évident, mais vous avez vu, il y a 2-3 questions dessus, notamment sur les strates de communes concernées. Effectivement, et les communes sont sur ces 35 000. Oui. Les centres de gestion seront concernés par Nice 2. Ça aussi, c'est certain. Et en tout cas, des informations que j'ai aujourd'hui, c'est sûr. Et ils ont trouvé un accord. Et ils sont du coup concernés par Nice 2. Et les dernières informations, c'est bien 35 000. Et du coup, j'ai mis un article d'avril dernier de la Banque des territoires qui revient sur ce chiffre. D'accord.
Voilà. Malheureusement, là, on arrive à la fin. C'est vrai qu'on a eu encore plein de choses à se dire. Ça prouve que bon, il y a encore des besoins. Hein. Je pense qu'on aurait tout intérêt à organiser encore une nouvelle webconférence. En tout cas, un grand merci à vous trois. C'est vrai que vos témoignages étaient très complémentaires, j'ai trouvé. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais je le pense sincèrement. J'en profite pour remercier aussi GMF Assurance, notre partenaire, hein, pour organiser cette webconférence. Merci encore à Régie, à Cynthia Nguyen et à Lucia Cousin. Comme d'habitude, vous recevrez dans la journée un lien sur le replay de cette webconférence, donc n'hésitez pas à l'utiliser et vous pourrez la retrouver aussi très rapidement sur notre site. Encore un grand merci à vous trois et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.